Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Ah, eh ben j'ai envie de dire bonjour, mais de le crier fort. Vous voyez, vraiment, le crier, parce que vous n'êtes pas encore au courant, chers amis. Mais alors moi, j'ai un plaisir, un bonheur, que dis-je, je suis au paradis, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en interview quelqu'un qui m'a fait vibrer dans ma tendre jeunesse, puisque moi, je l'ai découvert, j'avais 11 ans, tout simplement. Voilà. Je l'ai découvert comment ? Je vais vous raconter, ça va vous aider peut-être à trouver de qui je parle. Je l'ai découvert en offrant un petit vinyle, un petit vinyle comme ça, là, tranquille, un 45 tours, comme on appelait ça, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas. J'ai offert un 45 tours à ma maman. Et ce 45 tours, il s'appelait tout simplement Maman. C'est incroyable, non ? Eh bien, c'était Roméo. Et oui, voilà, c'est le cadeau que j'ai offert à ma maman. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me fait un cadeau en retour. Je vais lui donner la parole. Mais là, il ne s'imagine même pas la taille du cadeau. Bonjour, cher ami. Bonjour, Olivier. Comment ça Comment va ? vas-tu ? On va dire Georges pour le moment, hein. On dit Georges et puis Roméo, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est un bonheur de t'avoir au téléphone. Ah, mais c'est gentil. Non, c'est ça vraiment... ça me fait très plaisir aussi. Voilà. C'est vraiment sincère et l'histoire du cadeau de la fête des mères est vraie en plus. Hein, c'est vrai, c'est vraiment un cadeau que j'ai fait à ma mère, tu sais, au lieu des colliers de pâtes qu'on faisait à l'époque à l'école qui m'énervaient un petit peu. Alors, oui, effectivement. Oui, tu es né en 1961, on peut le dire, il n'y a rien Tout à à cacher. fait. Ah non, je vais pas faire la jeune fille. Hein, je suis effectivement né en 61, ce qui nous rajeunit pas. Mais non. Tu es né dans le Beaujolais, non, c'est ça ? Tout à fait. Je suis né à Belleville, à l'époque Belleville-sur-Saône, qui est devenu maintenant Belleville en Beaujolais. Oui, tout à fait. C'est ça, hein, voilà. Magnifique région d'ailleurs, entre parenthèses. Ah oui, j'aime bien. Ouais, très très belle région, effectivement. Alors, méconnue, mais très belle région. Oui, méconnue, malheureusement. Les années 60, on va rester un petit peu dedans, parce que c'est ta jeunesse, c'est le début de ta passion pour la chanson. Il paraît que tu fredonnais comme ça assez souvent des chansons. Enfin, certains disent même que tu les criais à tue-tête. Est-ce vrai ? Ah oui, tout à fait, oui. Mes parents aimaient beaucoup chanter, alors donc ils m'ont certainement donné le virus un peu, et puis c'est vrai que j'avais tendance à chanter tout le temps et n'importe quoi, et à tue-tête de préférence dans la rue. Enfin voilà, donc c'était effectivement c'est ce qui a fait que j'ai été entre guillemets repéré un peu plus tard. Mais enfin ça on va pas griller les étapes, mais c'est vrai que j'ai chanté beaucoup et très tôt. C'est-à-dire qu'à 4-5 ans, je prenais un tabouret, une guitare et je grattais la guitare. Je ne savais pas en jouer du tout, mais je grattais la guitare en chantant des chansons d'Enrico Macias ou des chansons d'Henri Salvador, etc. Enfin, j'adorais ça. J'ai toujours aimé ça. Ah oui, donc voilà, t'es né vraiment presque dedans, on va dire. Alors, tes parents avaient un hôtel. Est-ce que tu t'amusais à chanter aussi devant les clients de temps en temps ? Ah, ça m'est arrivé pas directement dans l'hôtel. Enfin, ça m'est arrivé aussi de chanter à l'hôtel quand on me l'a demandé, mais c'est relativement rare. Non, très vite j'ai compris que le fait que je chante et que je sois un petit garçon pouvait me permettre de gagner quelque argent, et donc je m'installais le pied sur un tabouret, je grattais ma guitare, je chantais, et au niveau du portail de l'hôtel. Et donc quand les gens rentraient à pied après une petite balade digestive, eh bien ils m'entendaient chanter, puis j'avais mis une boîte à chaussures avec un trou dedans et les gens me mettaient une pièce de 5 francs ou voilà, donc ça me faisait mon argent de poche. Je dis, je devais avoir quoi ? 5 ans, 5-6 ans. Oui, donc en fin de compte, cet hôtel, c'était un petit peu la bouche de métro, quoi. Toi, tu étais là et tu faisais le troubadour, comme on dit. Voilà. Voilà, exactement, tout à fait. Mais bien évidemment, mes parents ne savaient pas. Mes parents ne savaient pas ça. Hein. Ah, tes parents ne savaient pas ? Ah non, mes parents ils étaient très occupés à l'hôtel, donc ils ne m'entendaient pas, et je pense que s'ils avaient été au courant, ça ne serait pas passé aussi bien que ça. Non, ma grand-mère était ma complice, mais non, mes parents ne le savaient pas. Non. Un gamin de 4-5 ans qui faisait la manche à l'entrée de l'hôtel, ça l'aurait pas fait, hein, donc non, ils n'auraient pas apprécié, je pense. Ah, c'est génial ça, tiens, belle information, j'en reviens même pas, tu vois.
Alors, tout doucement, ce petit enfant de 4-5 ans commence à grandir comme ça, on avance et puis on se retrouve dans oui. les années 70. Mhm. Là, il va se passer plein de choses. Pour toi, c'est une décennie qui est carrément énorme. Oui, mais c'est clair, oui. Donc, c'est le tout début des années 70, en l'occurrence c'est 1971. Là encore, je chante toujours à tue-tête en revenant de l'école. Et un beau jour, un chanteur régional, Robert Grange, j'ai du mal, qui s'était installé assez peu de temps avant dans notre rue, m'attrape un jour quand je reviens de l'école, alors que je chantais certainement du Luis Mariano ou autre, et il me dit, écoute, ça fait des jours et des jours que j'essaye de te mettre le grappin dessus, mais il n'y a pas moyen. Quand je sors, c'est toujours trop tard. Et donc, voilà, j'ai pris de l'avance et tu voudrais pas venir chanter chez moi et avec moi. Je t'écrirais des chansons, etc. Et bon, moi j'étais un peu terrorisé. J'étais pas un garçon très comment dire, j'étais un peu timide quand même. Donc la façon dont il m'a abordé, j'étais pas très chaud. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mon père. Mon père me dit, mais écoute, il y en a qui aiment faire du sport, toi t'aimes chanter, pourquoi pas, si tu veux, je t'accompagnerai. Et donc ça devait être un samedi fin de matinée, c'était encore l'époque où on allait à l'école le samedi matin. Et donc j'y suis allé l'après-midi avec mon père. Il se trouve que Robert Grange avait 2 filles à peu près du même âge que moi. Donc ça a permis de créer le lien. Et puis, de fil en aiguille, Robert m'a écrit des chansons, dont 2 qui ont donné lieu à un premier 45 tours sous le pseudonyme de Georges. L'une s'appelait Maman, déjà, mais ça n'a rien à voir avec celle qui me fera connaître 2 ans plus tard. Et puis la phase D, c'était Amis du Monde. Et donc, mais c'est quand même ce premier 45 tours qui a permis de prendre contact avec Claude Carrère. Avec l'arrière-pensée de Robert Grange et de Jean-Baptiste Piazzano, qui était le producteur lyonnais. L'arrière-pensée, c'était quand même de faire quelque chose de ce 45 tours. Donc, ils étaient allés voir Claude Carrère pour essayer de lui vendre le pactole, quoi. Enfin, le chanteur et éventuellement les chansons. Et Claude Carrère a dit, écoutez, c'est sympathique. Pour l'instant, j'ai pas envie ni de m'occuper d'un gamin. D'ailleurs, j'ai pas de chanson, machin. Donc, laissez-moi vos coordonnées, on vous rappellera. Et puis, il a fallu attendre 2 ans. Et 2 ans plus tard, donc en 73, ça devait être en avril 73, mon père a reçu un coup de fil. C'était Claude Carrère qui disait, voilà, Monsieur Brise, est-ce que Georges a toujours envie de chanter? Et mon père a dit, sans penser du tout que ça pourrait prendre une ampleur pareille, mon père a répondu, oh bah oui, pourquoi pas. Et et là, tout s'est passé à une vitesse foudroyante, c'est-à-dire que 3 ou 4 jours plus tard, l'auteur-compositeur de la chanson Maman, Jim Lariaga, et celle qui allait devenir sa femme et qui était également ma productrice exécutive, sont descendus à la maison, m'ont fait essayer la chanson. Ils ont été plutôt satisfaits, preuve en est que c'est moi qui l'ai interprétée. Au cours des 3 semaines qui ont suivi, tout s'est précipité. Le contrat a été signé entre mon père et la maison Carrère. Le disque a été enregistré, pressé. Et au bout de ces 3 semaines-là, je faisais ma première émission de télévision qui était Cadet Roussel avec Guilux et Sophie Darel. Donc bon, ça c'était 3 semaines avant la fête des mères, étant donné que c'était le 10 mai 1973. Et entre le 10 mai 1973 et la fête des mères, j'ai vendu pratiquement 900 000 disques. Voilà, donc c'était un truc de fou, quoi. Il y avait le mien dedans. Voilà, c'est vraiment une histoire de fou. Mais à ce moment-là, à l'âge que tu as, comment tu vis ça, toi? Parce que c'est énorme. Ouais, tu sais, c'était pour moi, c'était de la magie. Tu sais, tu te poses pas de questions quand t'as 12 ans. T'es dans l'euphorie permanente. Et voilà, je profitais de chaque instant et en même temps, j'en profitais pas. C'est-à-dire que c'était tellement un truc. Je peux même pas j'ai pas de qualificatif. C'était tellement exceptionnel que ma foi, j'étais dedans et puis je me complaisais là-dedans, c'est tout. J'avais pas de. Moi, je le vivais très bien. Hein. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Pas de problème d'ego d'ailleurs non plus, je crois pas.
Non, 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 Pas non. vraiment. Enfin, c'est pas l'impression que tu donnais à l'époque, et encore moins maintenant. Mais moi, ça me surprend toujours, quoi, cette montée en flèche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle a été exceptionnelle. Je pense que de notre génération, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne se souvient pas de cette chanson. Alors des fois, on la nommera pas, mais dès qu'on l'entend, on a tous des souvenirs. Tiens, bah, on peut le prouver par ce qu'a vécu Florent Pagny, mais on en parlera après, il y a quelques temps, quand il t'a entendu. C'est des choses qui marquent Ouais. beaucoup. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque, on faisait déjà, malheureusement, de la chanson consommation à l'extrême. On prenait un chanteur, on lui faisait chanter, puis après, on le bazardait, tout simplement. Mais toi, non, ça a continué derrière. Ça s'est pas arrêté avec Oui, Maman. enfin, ouais, excuse-moi de te contredire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que le côté produit, c'est venu un petit peu plus tard. Je pense que dans ces années-là, euh, on conservait quand même un petit peu les chanteurs. On essayait de presser de presser le citron le Ouais. plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Non, moi j'ai pas fait une carrière exceptionnelle. Hein, j'ai fait 3 ans. 3 ans, mais à un rythme hyper soutenu, parce qu'en 3 ans, j'ai quand même fait 8 45 tours, 3 albums, plus une ou deux ressucés. Ils ont bien pressé le citron quand même, mais bon, ça a fonctionné pendant effectivement 3 ans, 27 titres au total, donc c'était pas mal quand même pour 3 ans, et puis presque 4 millions presque 4 millions de disques vendus, donc c'était un chouette parcours, ouais. Ah oui, oui, pour moi, Mais bon, c'est pas un beau exceptionnellement parcours. long, quoi. Non, 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 malheureusement. Mm. Et alors, à cette époque-là, tu as forcément rencontré beaucoup de chanteurs, de chanteuses. Ah oui, bah bien sûr. Lesquels t'ont vraiment laissé une empreinte? Ah, écoute, il y a des gens avec lesquels je me suis particulièrement bien entendu. Par exemple, Ah là là. Mike Brandt, c'était un grand frère. D'ailleurs, lui m'appelait petit frère. Donc, si tu veux, Mike était un grand frère et c'est le seul avec lequel j'ai chanté sur scène. À l'époque, on faisait pas de scène chez Carrère. Bon, alors, tu me diras, les émissions de télévision étaient assez proches des conditions de la scène. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de public quand on allait, par exemple, au studio 102 à la maison de la radio. Il y avait quand même environ 1500 ou 2000 personnes. Donc c'était quand même il y avait du public. Ça ressemblait étrangement à de la vraie scène. Mais bon, il n'y avait pas l'ambiance qu'il y avait dans un théâtre ou à l'époque il n'y avait pas les Zéniths, mais dans les grandes salles de spectacle il y avait vraiment une ambiance particulière qu'il n'y avait pas forcément sur les plateaux de télé. Mais donc une fois j'étais allé donc écouter et voir Mike, je me souviens plus si c'était à Orléans ou à Rouen, je sais pas du tout. Je sais que c'était une des deux, mais bon, peu importe. Et donc j'étais privilège d'être un peu connu à l'époque, j'étais au premier rang, et Mike, qui n'était pas au courant du tout que j'étais là, m'aperçoit, et puis dans son français un peu approximatif, dit au public, bon, j'ai le plaisir d'avoir Roméo qui est venu me voir ce soir et je voudrais bien qu'il vienne chanter avec moi. Et alors moi qui avais déjà du mal à me souvenir des paroles de mes propres chansons, tu penses bien que j'étais pas super à l'aise quand il m'a demandé de monter sur scène, mais ça a été parce qu'on a chanté Qui saura, et je me suis contenté de chanter avec lui sur le refrain, et c'était parfait parce que c'était très très compliqué à chanter. Il n'y avait pas grand chose à dire, donc c'était très très bien. Mais non, voilà, il y a eu Mike, il y a eu Claude François. Alors Claude François, avec la réputation qu'on lui connaît, effectivement, c'était quelqu'un qui pouvait être très très dur. Et moi, j'ai eu le bon côté de Claude François, qui a été absolument charmant. Il a reçu mon père un jour aussi chez Flèche, qui était dans son bureau pour pouvoir discuter un petit peu des conditions. Mon père voulait en savoir un petit peu plus sur les modalités, enfin sur les conditions logiques dans lesquelles on pouvait travailler. Et bon, et Claude l'avait reçu très très gentiment. Qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Il y en a eu plein, mais des gens vraiment attachants comme ça avec lesquels j'ai eu des contacts. Oui, c'est essentiellement Mike. Yvan Rebroff, je l'aimais bien aussi, Ah oui. qui était très sympathique. Écoute, la liste serait encore certainement longue, mais c'est vrai que comme ça, ça me revient pas véritablement, mais j'ai passé beaucoup de temps. Gilbert Bécaud a été absolument délicieux avec moi, gentil comme tout. C'est un monsieur que pour lequel j'ai le plus grand respect encore aujourd'hui. Je trouve qu'on n'entend pas suffisamment Gilbert.
quoi. Oui, C'est la vie personnelle. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de radios, ça fait plus commerce, donc on décide de ne plus le passer, c'est bien triste. Nous, on se bat un peu contre ça, et heureusement, ça nous fait du bien. Mais c'est incroyable, parce que tu as quand même fréquenté des idoles que j'avais, parce que Mike Brandt, moi j'ai fait partie de ceux qui ne pouvaient pas louper une chanson de Mike Brandt. Dès qu'il y en a une qui arrivait sur le marché, il me la fallait. Claude François, j'en parle même pas. Hein. Claude François pendant des années, et encore aujourd'hui, Claude François. D'ailleurs, il y a eu une chanson de Claude ce matin et une chanson de Mike Brandt. Tiens, c'est original. Tu vois, on est resté sur le fil comme ça. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont forcément marqué. Alors, donc on est parti dans ce début de carrière qui dure environ 3 ans, d'après ce que tu m'as dit. Mais comment ça s'arrête? Ah mais pile poil 3 ans. Comment ça prend fin? C'est bizarre quand même. Écoute, ça a pris fin de façon extrêmement brutale. C'est-à-dire que je disais à l'instant que mon père avait consulté Claude pour savoir exactement quelles étaient les conditions normales dans une maison de disques. Et mon père l'avait consulté parce que ça commençait déjà ça commençait à sentir le roussi entre mon père et la production. C'est-à-dire qu'il se rendait compte que justement les conditions qui m'avaient été proposées n'étaient pas des conditions normales et logiques, quoi. Et donc il avait voulu demander l'avis à Claude. Et puis si tu veux, c'est vrai que moi je grandissais. Je suis arrivé, j'avais 15 ans, un peu plus de 15 ans. À 15 ans, ma foi, j'avais changé. J'étais plus le petit gamin tout mimi du début. Je devenais un adolescent, entre guillemets, un préadulte. La voix avait mué, elle avait changé. Les chansons étaient peut-être un peu moins fortes. Je veux dire, tu peux pas comparer que faisais-tu à mon âge papa avec un maman. C'était incomparable. Maman, c'était vraiment la chanson exceptionnelle. Ton petit amoureux était très chouette. Mais après, je trouvais que c'était un peu moyen, les chansons. Donc physiquement, je commençais à ressembler à n'importe quel autre chanteur, entre guillemets. Les chansons étaient un peu moins bonnes. Donc le petit à petit, le succès s'affaiblissait un peu. Et donc, chez Carrère, eux, ils avaient l'idée d'élargir un petit peu, à l'international. En l'occurrence, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, enfin les pays anglo-saxons, etc. Mais pour ça, si tu veux, il fallait que je vive sur Paris, alors que mes parents étaient en province. Oui. Et alors, mon père, à la rigueur, aurait accepté, à condition que je sois dans un environnement familial correct et que je suive, bien évidemment, des cours en bonne et due forme. Alors, côté cours, c'était pas trop le problème parce que je devais être inscrit à la Schola Cantorum, donc qui était une école spécialisée dans le chant, la musique et en plus les cours normaux. Mais au niveau environnement, c'était plus la même chose. C'est-à-dire que j'avais jusque-là été accueilli chez ma productrice et mon auteur-compositeur, donc qui s'était marié entre-temps et qui avait 2 enfants. Et ça posait pas trop de problèmes, mais le plus grand des 2 enfants était un peu jaloux de ma position par rapport aux parents. C'est vrai que j'étais leur gagne-pain et que, ma foi, ils me caressaient plutôt dans le sens du poil, tu vois, c'est pas, par rapport à lui, peut-être, lui, lui était un peu malmené, en comparaison. Bien sûr. Et donc, bref, quand il a été question d'élargir à l'international, il n'était pas question que je vive tout le temps chez eux. Donc, ils ont essayé de me caser, chez une dame que mon père a voulu rencontrer, et quand il l'a rencontré, il a dit non, ça c'est pas possible, ça, il y a vraiment un gros problème. Donc, si tu veux, la mésentente s'est vraiment installée, c'est devenu de plus en plus pénible entre eux, mais moi je ne savais rien de tout ça. Oui, toi tu ne vivais pas. Ah non, pas du tout, parce que en fait ils se prenaient la tête au téléphone, ou ils se prenaient la tête quand ils se voyaient, les peu de fois où ils se voyaient, mais moi je n'assistais jamais à ce genre de truc. Donc pour moi, tout allait bien. Moi, je continuais de vivre ma petite histoire de rêve et sans me poser de questions, jusqu'au jour où j'étais dans un studio de télé, enfin sur un plateau de télé, mais ça devait être encore le studio 102, parce que c'était une fois de plus Guy Lux et Sophie Darel,
Et là, je me souviens plus du nom de l'émission, mais c'était 3 ans presque jour pour jour après mes débuts. Et je m'apprêtais à rentrer sur le plateau pour faire ma prestation, pour chanter. Et j'entends Guy Lux s'adressant à Sophie Darel lui dire eh bien, mais ma chère Sophie, c'est la dernière fois que Roméo vient chanter dans une émission de télévision. Et l'argument, c'était et parce que voilà, il veut reprendre ses études. Puis bon, patati patata. Et moi, j'étais derrière le rideau, j'attendais de rentrer, et j'y ai pas cru parce que si tu veux, bon, j'avais vu tellement d'articles de France Dimanche d'ici Paris raconter tout et n'importe quoi pour faire du buzz. Je me suis dit bon ben, c'est encore une occasion de plus pour faire du buzz, quoi. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais il se trouve que c'était effectivement ma dernière émission de télévision. Je n'ai jamais plus remis les pieds sur un plateau de télévision pour chanter à cette époque-là. Ça a été terminé. Je suis rentré Je n'en ai même pas parlé à ma productrice. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, je n'en ai même pas parlé à mes parents parce que pour moi, si tu veux, je n'y croyais pas au départ. Force est de constater qu'effectivement, c'était bien la fin. Voilà, donc ça a été très brutal et très pénible, pas tout de suite, parce que comme je te le disais, je n'y croyais pas, mais dans les jours qui ont suivi, ça a été effectivement une sacrée douleur. Ouais. Incroyable, c'est incroyable ce que tu racontes. Alors après, moi, j'ai une question qui va te paraître bizarre, mais que tout le monde se pose, je le sais. Quand on est enfant, enfin ado, parce que en fin de compte, c'est ton adolescence qui a été marquée par ça, quand on commence son adolescence avec autant de succès, comment on le vit vis-à-vis des petits copains, des copines? Comment on le vit tout simplement? Parce que c'est quand même un petit peu particulier de ce côté-là. Je parle bien vis-à-vis des autres enfants de notre âge. Hein. Alors moi, si tu veux, j'avais une chance. C'était de ne pas vivre à Paris. C'est pas que j'aurais pas voulu vivre à Paris, mais j'avais une chance, je vais expliquer pourquoi, c'est que chaque fois que je redescendais chez moi, et en général quand je montais sur un plateau télé, je prenais l'avion à la sortie du collège, je montais à Paris, j'arrivais, je faisais la générale, je faisais l'émission le soir, parce que la plupart du temps c'était en direct, et je reprenais l'avion le lendemain matin très tôt, et je repartais, et j'arrivais au collège, le taxi me déposait au collège. Donc c'était un petit peu des rythmes un peu soutenus quand même. À chaque fois que je revenais dans mon village, ça me ramenait les pieds sur terre. Donc en fait, il y avait Roméo, c'était à Paris, et puis chez moi à Saint-Georges-en-Alins, c'était Georges. Voilà. Tout le monde me connaissait comme Georges. Alors effectivement au début, il y a eu un peu d'effervescence au collège. Il y avait les pro Roméo et les anti Roméo. Enfin, il y avait toujours quelques jaloux dans la bande qui bien sûr qui m'en voulaient d'avoir ce succès, d'attirer les regards de tout le monde, mais peu importe, avec les garçons c'était comme ça. Puis et ma femme me dit toujours en disant mais t'as été idiot de pas en profiter, parce qu'effectivement j'ai pas tellement profité de la notoriété vis-à-vis des filles. Mais bon, c'est comme ça, c'est parce que j'étais un garçon relativement timide, pas en toutes circonstances, mais j'étais effectivement relativement timide à l'époque, surtout avec les filles. J'en ai pas profité, malheureusement, alors que je pense que j'aurais pu claquer des doigts et avoir tout ce que je voulais. Ouais, mais ça fait peut-être partie des choses qui t'ont protégé, cette timidité, en fin de compte. Peut-être, mais ce qui m'a protégé vraiment, c'est ce retour, si tu veux, les pieds dans la glaise quand je revenais dans mon village natal, dans mon village de province, je revenais à la réalité. Si j'étais resté à Paris, je pense que j'aurais pris le melon, très vite, parce que je pouvais pas faire un pas dans la rue sans qu'on me reconnaisse et sans qu'on s'adresse à moi, Roméo, patati patata. Je veux dire, toutes les petites minettes de l'époque me sautaient dessus à bras raccourcis. Donc c'était effectivement compliqué. Donc le fait de revenir, d'avoir ce décalage, je pense que c'est ça qui m'a sauvé vraiment. Je pense aussi. Alors maintenant, on a dit, dans ces années 70, tout s'arrête comme ça a commencé. T'en as bien profité, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu vas devenir après ça, justement? Tiens. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais continuer mes études. Enfin, je vais essayer de continuer mes études sans beaucoup d'empressement, soyons clairs, parce que pour moi, il était certain que je retournerais à la musique et à la chanson d'une manière ou d'une autre. Donc, les études, je pourrais pas dire que je les ai poursuivies. Je dirais que ce sont elles qui ont tenté de me poursuivre, et sans grand succès d'ailleurs. Mais bon, j'en ai profité pour commencer à travailler le piano,
continué à travailler le piano. J'ai jamais arrêté de prendre des cours de chant, par contre. Et puis, ma foi, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme et la mère de mes 3 enfants. Et donc, à partir de là, tout a changé, mais j'ai très très mal vécu. C'est pendant ces années-là où en fait, ça me manquait terriblement. Ça me manquait terriblement. Je ne sais pas ce qui me manquait le plus, le fait de chanter en public ou le fait d'avoir ces admirateurs, de ne plus recevoir les 600 lettres quotidiennes que je recevais à l'époque de Roméo. C'était, tu vois, je vivais dans un rêve total et ce rêve s'était arrêté. Et pour moi, c'était devenu un cauchemar. Donc ça, je l'ai relativement mal vécu. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à vivre avec Marie et là, j'ai oublié tout ça en fait. Je me suis dit allez, hop, c'est bon. C'était une autre histoire, c'est le passé et il faut passer à autre chose. Et puis je suis parti à l'armée et en revenant de l'armée, je me suis dit tiens, et pourquoi pas monter une boîte de prod. Alors j'ai créé une boîte de prod avec 2 musiciens de l'orchestre de Paris. Et bon, c'est vrai que moi j'avais de l'argent à l'époque. J'étais jeune et j'avais de l'argent, donc j'ai financé la boîte de prod. C'est-à-dire qu'on a créé un studio d'enregistrement. Enfin, on a fait pas mal de choses. Et c'est moi qui ai amené la monnaie de partout. Donc voilà, j'ai gaspillé l'essentiel de ce que j'avais gagné dans cette aventure, mais ça a fini de me dégoûter du milieu. Ah oui. C'est-à-dire on s'est tellement fait, excuse-moi l'expression, on s'est tellement fait enfler par des professionnels qui nous caressaient dans le sens du poil pour mieux nous avoir au final. On a fait des génériques télé qui nous ont demandé beaucoup de travail pour lesquels on n'a jamais été payé, même pas crédité. Donc, si tu veux, ça a duré 4 ans cette affaire. Et au bout de 4 ans, j'en ai eu marre, j'ai tout laissé tomber et je suis passé véritablement à autre chose. Voilà, donc je pourrais te raconter si ça t'intéresse, mais voilà, je suis passé ensuite à autre chose. Voilà, après tu as exercé ton métier, un autre métier, ouais. Voilà, celui qui t'a donné à manger tout le long de ta vie. Voilà, qui m'a donné à manger, le métier du journalisme, j'ai été rédacteur chef de pas mal de magazines, parce que j'ai commencé par l'informatique. L'informatique qui était à l'époque une réelle passion. C'était l'époque où l'informatique personnelle débarquait en France, un petit peu dans le monde d'ailleurs, pas uniquement en France. Et donc j'ai commencé avec Amstrad. J'ai acheté un des premiers Amstrad qui arrivait en France, et je me suis passionné pour la création de logiciels. Et ces logiciels, ma foi, à l'époque, il y avait des magazines verticaux, c'est-à-dire qu'il y avait Amstrad Magazine, il y avait Commodore Magazine, il y avait Amiga, etc. Enfin bon, bref. Et donc j'avais envoyé un des programmes, c'était un programme de chiffres des lettres. J'avais envoyé un programme dans un magazine, dans l'occurrence Amstrad Magazine, et c'était un gros programme. Alors il y avait du langage machine, mais il y avait aussi du basique, donc c'était un truc assez énorme. Et j'appelle au bout de quelques jours et je demande au mec qui s'en occupait dans le magazine, je dis et alors qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit mais le programme est génial, mais on peut pas le publier, faudrait faire un hors-série pour le publier tellement il est énorme. Ah alors je dis bon tant pis, c'est pas grave, mais si vous avez un job, je suis preneur. Et le gars me dit ça tombe bien, on a besoin d'un archiviste. Donc voilà, j'ai commencé en tant qu'archiviste au tiers-temps, et au bout d'une semaine, la rédactrice en chef m'a proposé de faire un premier article. J'ai écrit le premier article, ça lui a plu, je suis devenu rédacteur, et 9 mois plus tard, j'étais rédacteur en chef du magazine qui tirait à l'époque à 240 000 exemplaires. Donc c'était quand même un très gros magazine informatique. Et donc j'ai jeté dans le bain comme ça. J'avais 24 ans. Puis 9 mois plus tôt, je connaissais rien à la presse. Il a fallu que j'apprenne très très vite. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu rédacteur chef d'autres magazines par la suite. Et j'ai même créé avec 2 amis un magazine de toujours basé sur l'informatique, mais plus spécifiquement une clientèle adulte, de passionnés de simulateurs de vol, simulateurs de conduite, etc. Enfin, et ça a été une aventure extraordinaire. Ça serait beaucoup trop long à développer. J'ai écrit un bouquin
si ça intéresse les gens. Voilà, il faut le noter, ça s'appelle Itinéraire d'un enfant chanteur. Roméo, Itinéraire d'un enfant chanteur. Voilà. Ah ben oui, mais on va le noter, on donnera le nom, et ça au contraire. Je suis sûr qu'il y en a que ça va intéresser, il n'y a aucun doute. Alors après, on arrive en 2023, Ouais. 2023, où là, tu t'es dit pourquoi pas, non? Ça a démarré comme ça, peut-être pour fêter les 50 ans de maman? Ah, écoute, alors non, plus précisément, ça a commencé en 2022. Figure-toi que je faisais des recherches par rapport à des compiles, dans lesquels, des compiles carrément de Roméo, de tout ce que j'avais fait à l'époque, ou des compiles dans lesquels on intégrait 2 ou 3 chansons de Roméo de l'époque. Je voulais savoir un petit peu à comment m'en tenir au niveau de ces compiles. Et donc j'appelle différentes personnes, Mathieu Moulin ou d'autres. Toutes me disent à ce moment-là, mais il faut absolument, Georges, il faut absolument que tu appelles un certain Marc Duboucher. Ils me disent, il est passionné et il nous a souvent parlé de toi, il faut absolument que tu l'appelles. Bon, je dis ok, je vais appeler Marc Duboucher. Et donc il me donne ses coordonnées, je l'appelle, et Marc, tout de suite, tu sais, t'as des gens comme ça avec lesquels ça match instantanément. Et nous, tout de suite, au téléphone, ça a matché. Puis bon, Marc, j'ai très vite compris que c'était un doudingue et un mec généreux comme c'est pas permis et un passionné. Il a 12 000 vinyles uniquement de chansons françaises. Oh, magnifique, il faut que je le rencontre. Faut que je le rencontre, ce gars. Ouais, c'est pour te donner une idée de la passion du type. Et donc on discute, on s'appelle tous les jours, machin et tout. Puis bon, alors lui m'annonce, il me dit écoute, par contre, on va faire quelque chose ensemble, mais il faut le faire vite parce que j'ai un cancer du poumon stade 4 et il va falloir quand même qu'on s'active. Alors bon, puis tu sais, il m'annonçait ça avec mais alors vraiment un flegme monumental. Et là, je me suis dit, oh merde, mais c'est qui ce mec? Mais que je ne le connaissais que par téléphone. Il habite à Nantes, et donc on se dit bon, écoute, voilà, on va faire quelque chose, mais quoi? On sait pas. On peut faire une compile, on peut faire autre chose. Et puis là, il me dit, écoute, moi j'ai une maison à Noirmoutier. Je vous invite, vous venez passer une semaine avec ta femme à Noirmoutier. Donc ok, voilà, on va à Noirmoutier, on passe une semaine, on découvre Marc, qui est un mec absolument génial. Enfin, aujourd'hui c'est un ami, mais c'est quelqu'un de généreux au possible, adorable. Et là il me dit bon, on pourrait faire une énième compilation des titres de Roméo. Mais à condition qu'elle soit complète. Et puis là, il fait un calcul rapide, il dit, ah ouais, mais alors, si on les met, les 27 chansons, ça tiendra jamais sur un seul disque. Donc il dit, il faudrait qu'on fasse un double album. Mais alors, on va faire un double album, mais il va y avoir plus de la moitié d'un disque qui va être vide. Il faudrait trouver le moyen de le remplir. Et il me dit, mais dis donc, tu chantes encore, tu continues de composer et d'écrire, donc tu te mets au taf et tu vas faire des chansons. On va les enregistrer, on va mettre là-dessus. Et c'est lui qui il me dit mais c'est moi qui finance, t'occupe, moi ça me fait plaisir, machin, bon bref. Et donc il se trouve que dans ma région, il y a Daniel Pastor, qui est le frère de Thierry Pastor. Ah, Thierry Pastor. Qui a un studio d'enregistrement, Daniel, à côté. Daniel, il a à peu près 70 piges, hein, et donc, vu que moi, ça m'arrangeait de bosser dans ma région, d'être à côté, si tu veux, c'était pratique. Donc je suis allé voir Daniel, je lui ai dit écoute voilà, j'ai des chansons, moi j'ai pas de musicien, machin, mais Daniel me dit c'est pas un souci, musicien, moi j'ai tout ce qu'il faut, son fils est batteur, puis bon Daniel il fait beaucoup de reprises aussi comme ça pour s'amuser hein. Ouais, Et puis il avait un ami pianiste et arrangeur. Et donc, il me dit, ok, pas de problème, qu'est-ce que tu veux, machin. Alors, donc, je lui donne mes titres que j'avais fait simplement, moi, au piano-voix. Et donc, Christian Ivars, Daniel Pastor, et puis tout un aéropage de gens autour ont commencé à travailler sur les titres. Et ça a donné, ma foi, une bonne dizaine de titres qu'on a enregistrés, qui ont permis de compléter la collection complète et pour faire ce double album qui est sorti en 2023. Voilà, donc
Et c'est pour ça que ça s'appelle Roméo 2023, tout simplement. Voilà. Oui, le titre était pas trop compliqué, ça va. Ah non. Mais si tu veux, c'est effectivement, ça permettait de fêter le jubilé, en fait, de maman, quoi. Voilà. Mais il y a quelques chansons qui, dans mon jargon à moi, te mettent une baffe quand tu les écoutes. Par exemple, Tu me fermeras les yeux. Moi, je la trouve magnifique. Ah, c'est gentil, merci. Non, c'est sincère. Je l'ai écoutée plusieurs fois pour m'imprégner de cette chanson, mais elle est vraiment marquante. C'est vraiment une chanson qui me marque. Après, tiens, ce matin, j'ai diffusé à l'antenne une belle reprise que tu as faite sur Je suis malade. Ah, ça, j'adore cette chanson. Mais en plus, moi, ce que j'adore, c'est qu'à un moment, tu as presque parlé sur la chanson. Et là, on se prend une baffe là aussi, parce que ça donne une ampleur à la chanson que je n'imaginais pas. J'ai vraiment trouvé superbe, quoi. Bon, on pourrait parler du reste, hein. Mais là, c'est vraiment les moments qui m'ont marqué en écoutant. Et puis après, il y a une autre chanson qui m'a marqué, mais là, c'est normal, peut-être liée à cette interview qu'on fait aujourd'hui. C'est « Je n'étais encore qu'un enfant ». Ouais. Il fallait avoir l'idée de raconter son histoire en chanson, c'est bien, bonne idée. Écoute, je me souviens plus du tout comment j'ai eu cette idée, sincèrement. De toute façon, je cherchais des titres, hein, je cherchais à écrire, et puis, en l'occurrence, j'étais en train d'écrire mon autobiographie, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et je me suis dit, bon, écoute, en ce moment, je suis en train de raconter tout ça, puis si tu veux, je revivais certains moments que je n'avais plus vécu depuis 50 ans. C'est-à-dire que les souvenirs me revenaient petit à petit, tu vois, et je me suis dit, voilà, dans quel état d'esprit j'ai été par la suite. Voilà, donc je me suis dit, allez, faut écrire quelque chose de simple, pas prise de tête, pas trop nostalgique non plus, mais histoire de mettre les choses au clair. Alors il y a des gens qui n'ont pas forcément compris, qui m'ont dit quand même quand on vit une histoire comme la tienne, faut pas se plaindre. Mais en fait la chanson c'est pas pour me plaindre. Je dis simplement que moi j'avais rien demandé et que en fait on m'a tout donné, on m'a tout arraché au bout des 3 ans, alors que finalement je n'avais strictement rien demandé au départ. Moi j'étais un petit garçon normal dans une vie normale. Et on m'a fait espérer que ce truc-là durerait toute ma vie et on me l'a arraché comme si c'était un jouet, tu sais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et effectivement, je pense qu'elle plaît. Écoute, j'ai vu sur YouTube pas plus tard que ce matin parce que je réponds aux commentaires sur YouTube régulièrement et sans que je fasse jamais de promotion pour cette chanson. Enfin, je l'ai passé sur Facebook, si tu veux, mais j'ai jamais payé pour faire de la pub pour la chanson. On est à un peu plus de 57 000 vues. Alors c'est pas, on n'est pas à 1 million de vues, hein, soyons clairs. Mais 57 000 vues sans promotion, sans rien. Bon, écoute, je m'estime assez content. Ah oui, je m'estime assez content. C'est joli. Oui, tu disais au début, là, tu me disais, c'est pas une plainte cette chanson. Non, pour moi, c'est pas une plainte, c'est un constat que tu as fait, c'est tout. Et c'est ce qui la rend jolie. C'est ce qui la rend jolie. Une plainte, elle aurait pas été aussi belle. Mais là, c'est un constat uniquement, donc ça aide aussi à comprendre. Je trouve qu'il est très important de comprendre ce que vit un enfant quand il est frappé par cet univers et puis que ça marche. Il faut quand même se rendre compte qu'on n'est pas encore armé pour vivre tout ça. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que j'aime vraiment cette chanson. Juste sur un petit commentaire. Je vais juste sur un petit commentaire si je peux me permettre. Mais oui. Sur tu parlais de Je suis malade. Alors Je suis malade, ça a toujours été une chanson à laquelle je suis très très attaché depuis très très longtemps. Et il se trouve que j'ai eu le bonheur de rencontrer Alice Donna. Et donc on a discuté beaucoup, on a déjeuné ensemble, on avait discuté justement de la création de cette chanson parce que moi j'étais admiratif de c'est toujours pareil quand par exemple My Way, on sait comment elle est née, enfin elle n'aurait jamais dû naître, enfin pas My Way comme d'habitude, elle est née vraiment sur le coin
sur le coin d'un piano dans un studio parce que Claude avait enregistré un album et qu'à la fin de l'album il lui restait un trou et cette chanson, enfin la musique que je crois que c'est Revaux qui avait écrit cette musique et qui lui proposait depuis des mois et des mois, et Claude n'en voulait pas parce qu'à l'époque il faisait que de la chanson un peu rythmée, quoi, de la chanson gay, et un beau jour là il termine cet album, il reste un trou de 3 minutes 30 ou 4 minutes et il dit à Revaux, rejoue-moi ta chanson de merde, machin et tout. Et donc Revaux lui joue et Claude écrit machin, mais ils ont écrit ça en une demi-heure. Et My Way aujourd'hui, parce que depuis que c'est devenu My Way, c'est devenu la chanson la plus jouée dans le monde, dans toutes les radios. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, je crois qu'il y a une version de My Way qui passe quelque part. Donc c'est un truc de dingue. Et c'est grâce à ça que les fils de Claude sont à l'abri définitivement. Hein. Oui, il y a aucun problème parce que il s'est très très bien démerdé. Il touche, la famille touche sur toutes les versions. Donc ils sont très bien débrouillés pour ça. Bref, et donc j'étais fasciné par cette chanson. Je suis malade et je voulais savoir un peu quel était le processus pour créer un monument pareil. Et donc elle m'avait expliqué que ils étaient au restaurant avec Serge, et Serge lui propose les paroles, et puis bon, ils avaient un petit peu picolé, et donc ils rentrent chez eux chacun de leur côté, et puis elle arrivait pas à dormir, donc elle s'est mise au piano, et à 3h ou 4h du matin, elle a appelé Serge Gabin en lui disant: je crois que j'ai trouvé un petit brin de musique pour aller sur tes paroles. Et voilà. Et Je suis malade était né comme ça. Oh là là. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je me suis dit, putain, mais comment peut-on avoir il n'y a pas de recette, hein, malheureusement, parce que sinon ça se saurait. Mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et donc, depuis, j'ai toujours chanté Je suis malade. Là, en plus, je suis accompagné merveilleusement par Christian Ivars au piano. On a fait en condition live, hein. Là qu'il jouait en même temps que je chantais. On n'a pas enregistré le piano séparément. On a fait vraiment en one shot, hein. Parce qu'on voulait justement avoir la spontanéité, les respirations. Tu vois, on voulait pouvoir se poser quand on voulait, l'un comme l'autre. Et ça, c'était assez extraordinaire. Pour te dire, dernière anecdote, c'est que il y a de nombreuses années, en 2008, c'était quelques mois après le décès de ma maman, j'ai participé à Tendre et Tête de Bois, la tournée Tendre et Tête de Bois. Et Patrick Carrier, qui était le régisseur à l'époque, avait lui été régisseur de Serge Lama. Et je lui dis ce que je vais chanter. Il dit: oh là là, dis donc, c'est casse-gueule, chanter Je suis malade. Waouh, je veux entendre ça, mais t'es sûr? Je lui dis: ouais, je chante ça, je chante Maman et je chante Je suis malade. Il me dit: ok. Et donc je fais les 2 spectacles du jour, mais le premier, alors j'avais l'émotion parce que forcément j'avais chanté Maman alors que ma maman était décédée peut-être 3 mois auparavant. Ouais, pas facile. Et donc déjà j'avais la gorge un peu nouée, et puis j'attaque Je suis malade et je termine Je suis malade, mais en pleurs. Tu vois, mais vraiment j'étais au bord de m'effondrer, mais et je l'avais vécu complètement. Et là, je descends de scène, et il y a Patrick Carrier qui vient vers moi, qui me prend dans ses bras, qui me dit: oh, putain, j'ai jamais entendu Je suis malade chanter comme ça. Et ça m'a fait tellement plaisir que j'ai dit: écoute, je suis malade, toute ma vie je la chanterai. Voilà. C'est tout. C'était la petite anecdote du jour. Voilà. Ça a pris du temps, mais voilà. Non, mais on a du temps. On s'en moque. Nous, on est libre. Tu vois, l'avantage, c'est que la radio, elle est libre, mais 100% libre. Hein. C'est l'avantage. 100% libre. Ah ouais, 100%. Il n'y a pas de contrainte. Heureusement, d'ailleurs. Et je me battrai toujours pour ça. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de passion. Moi, c'est mon cas. Hein. Je suis arrivé à la radio dans les années 80. Et puis, j'ai quitté le monde de la radio à cause, justement, de ces pressions qu'on subissait, où une chanson ne devait pas durer de plus de 3 minutes et demie, où tel chanteur, on n'avait pas le droit de le passer parce qu'il avait dit quelque chose qui ne plaisait pas, ou un chanteur qui ne nous plaisait pas, par contre, il fallait le passer 20 fois dans la journée. Donc j'ai quitté le monde de la radio, puis j'ai dit, moi, plus jamais je ferai ça. Bon, après, j'ai animé beaucoup de soirées, j'ai fait des spectacles avec des gens connus, j'ai eu cette chance-là, mais hors radio. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de recréer une radio, mais comme je l'aime.
Donc on est libre, voilà, Mhm. tout simplement. Oui, bien sûr. Oui. Celui qui n'est Bien pas sûr. content, il a juste une chose à faire, c'est de ne pas nous écouter. Donc c'est assez simple pour lui. Voilà, Voilà. c'est tout à fait ça, oui. Oui, Hein, oui, et bien c'est sûr. pareil pour toi, Bien sûr. celui qui va dire non, moi j'aime pas, ben, il n'écoute pas, il passe à autre chose. Voilà. Oui, oui, bah, ça, c'est Alors clair. moi, sache que cette reprise de Je suis malade va faire partie de ma playlist que j'appelle le paradis musical. Ça, c'est une playlist qui m'est personnelle. Et quand je tape ça sur mon ordi, ça veut dire que j'ai besoin de m'enfermer dans la musique et d'écouter vraiment la musique qui me touche. Eh ben, elle en fait partie depuis ce Mhm. matin. Parce que vraiment, elle m'a mis une Bah, baffe, écoute, cette chanson. On va en merci arriver, beaucoup, c'est gentil. on va en arriver à un moment où je vais te poser une question bête, mais que tout le monde s'est posé aussi il y a une semaine et des poussières. Comment Mm. en es-tu arrivé à The Voice? Ah, c'est encore, c'est une Excuse-moi de histoire te poser la de... question, hein, mais c'est Ah non, mais bluffant, non, mais c'est la bluffant. question, Donc il faut qu'on la sache. question est légitime. La question est légitime. La question est légitime. Sincèrement, moi, je ne serais jamais allé à The Voice. Ni à la Starac, ni rien. Alors, attention, il faut mettre des guillemets, mais je détestais, je peux plus dire que je déteste, hein, mais je détestais cordialement ces émissions. Pour la simple et bonne raison que moi, j'avais vécu la starisation, entre guillemets, et surtout, j'ai vécu l'arrêt brutal et voir ces gamins à qui on promettait monts et merveilles, qu'on mettait en lieu et place de stars pendant 3 mois et qu'on jetait après comme des vieilles serviettes usagées, ça me rendait mais très mal à l'aise pour eux. Et j'avais beaucoup de mal. Donc du coup, je ne regardais jamais. Je n'ai jamais regardé une émission complète de The Voice. Il m'est arrivé de supporter, allez, une demi-heure. Et encore, j'étais jamais d'accord avec les coachs, donc au bout d'un moment, ça me cassait les pieds. Bref, il se trouve que même si je n'aime pas juger, on me demande de temps à autre de participer à des jurys pour des concours de chant. D'accord. Bon, moi, je suis toujours dans la bienveillance et j'essaye toujours de trouver des qualités. Quand il y en a, je reconnais quand il y en a pas forcément, mais bon, c'est ma façon d'être, je suis comme ça. Bref, et je participe à un jury, pas très très loin de chez moi, dans lequel il y avait une Anglaise très sympathique, euh, qui est à peu près de mon âge, peu de choses près, et qui s'appelle Vonnie Marshall Edwards, qu'on me présente en disant voilà, Vonnie est la coach de The Voice Kids. Ok. Et je trouve que on sympathise tout de suite. Mais vraiment, instantanément, là aussi, un petit peu comme avec Marc, si tu veux. C'est-à-dire que on est reparti, on était copains comme cochons, et je lui dis, écoute, tiens, Vonnie, tu écouteras ça dans ta voiture, et je lui file mon album. Et le lendemain, Vonnie me rappelle, elle me dit, waouh, c'est génial, j'adore ton album, il faut absolument que tu fasses The Voice. Je lui dis, écoute, ma biquette, si tu as une version iPad de The Voice, je suis preneur, mais je vois pas ce que j'irais faire avec des jeunes qui ont un talent phénoménal. Je me vois pas m'attaquer à une catégorie comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Il me dit bon, d'accord, bon, on n'en parle plus. Et puis avec son charmant accent british, et elle me dit on n'en parle plus. Mais elle n'a pas tenu parole parce qu'une semaine plus tard, elle était avec Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice, et elle en a parlé. Et il se trouve que Bruno était fan de Roméo quand il était jeune. Ah bah Parce que forcément. Bruno doit avoir Bruno doit avoir 2-3 ans de plus que moi. Et donc et elle dit j'en ai parlé à Bruno, et puis Bruno, il veut absolument que tu fasses The Voice. Est-ce que je peux lui donner tes coordonnées? Je dis écoute, donne-lui mes coordonnées si tu veux, ça me fera plaisir de parler avec lui, mais je pense que je changerai pas d'avis parce que bon voilà. Et Bruno m'appelle et il me dit écoute, voilà, moi j'étais fan de toi, tu peux pas t'imaginer ce que tu représentes pour plein de gens en France, même si tu as l'impression que les gens t'ont oublié, c'est pas vrai. Toi, ce que tu veux faire, c'est du spectacle, c'est de la scène. Là, je t'offre le moyen de te remettre en lumière et justement de créer l'envie chez les gens qui veulent te faire du spectacle, de créer l'envie chez eux et de faire en sorte qu'ils t'appellent pour que tu fasses du spectacle. Et il m'a tellement bien vendu que j'ai craqué et j'ai dit oui. Et donc, moi, je suis allé comme invité, mais j'y allais pas pour gagner. Bah non, c'est une Franchement, évidence.
J'y allais, tu sais, l'important c'est de participer, a dit Pierre de Coubertin. Ben là, effectivement, j'y allais pour participer. C'est-à-dire que, effectivement, ça m'aurait fait un plaisir immense si Florence était retournée. Mais quelque part, si tu veux, c'est l'effet que je recherchais, c'était créer le buzz. Et c'est aussi ce que cherchait Bruno, c'est ce que cherchait l'équipe de production d'ITV, c'est ce que cherchait les TF1. C'était créer le buzz. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir Roméo pour faire du buzz pour l'émission. Et ma récompense à moi, c'était que le buzz, j'allais en bénéficier aussi. Voilà, donc ça se voit que je ne suis pas déçu du fait qu'ils se retournent pas. Je reste impassible. Et franchement, je considère qu'ils m'ont fait un cadeau tellement énorme, tellement gigantesque. Quand le sourire, les commentaires de Florent, même le commentaire de Nikos quand il dit ça dépasse The Voice, c'est un rendez-vous de vie. Et puis l'émotion palpable de Florent Pagny, et puis la projection de Maman 1973 derrière, je veux dire, tout ça, c'est un truc colossal. Je veux dire, jamais j'aurais pu espérer mieux. C'est vraiment, ils m'ont fait c'est de l'or en barre, quoi. Voilà. Donc non, je suis super content de ce que j'ai vécu, et l'expérience a été fabuleuse et dans une bienveillance. Et ça, j'insiste parce que il y a peut-être des gens qui rechignent, qui se disent ouais, c'est du pipeau, tout est monté. Alors d'abord, non, je peux vous garantir qu'il y a rien de monté, il y a rien on est au courant de rien, on ne voit personne. Les candidats qui sont passés, on les voit plus parce qu'en fait, faut pas que ça mine le moral si jamais les coachs ne se sont pas retournés. Faut pas que ça mine le moral de ceux qui vont passer. Enfin, c'est une organisation de dingue, et tout est basé sur la bienveillance. C'est-à-dire que celui qui a le malheur de dire une vacherie sur l'un des autres, il est viré immédiatement. C'est un truc on peut pas imaginer que dans le monde de la télévision, il puisse y avoir aujourd'hui une équipe dont le mot d'ordre est vraiment bienveillance à 100%. Et ça, je ne connaissais pas. Et franchement, j'ai passé des moments exceptionnels, avec des gens tous adorables. Et vraiment, et je le recommande. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, s'il y a même des parents qui écoutent et qui se disent ma fille ou mon fils voudrait bien faire de Voice, mais bon, ça craint un peu, machin. Non, qu'ils y aillent, parce que même s'ils sont recalés, c'est pas gênant, parce qu'ils seront recalés dans la bienveillance absolue. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est rassurant ce que tu dis, et c'est beau. Bon, moi j'ai pas mal de chanteurs ou chanteuses qui ont fait The Voice à la radio, que je rencontre régulièrement, parce que dans notre région, il y a, on va dire, il y a une école de chant qui emmène les gens très très haut, et ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est le ressenti que j'ai à chaque fois. En fin de compte, au début, on peut se dire, ouais, bon, bof. Et puis non, il y a vraiment une ligne de conduite qui a l'air assez sincère. Et puis tu sais, quand toi, quand tu as chanté au départ, Florent Pagny, il comprend pas qui tu es, hein. Mais par contre, il parle de toi, de son souvenir. Il parle de Roméo. Il sait pas qu'il y a Georges derrière. Il parle de Roméo. Il parle de ta chanson Maman. Et celui qui me dit qu'il en parlait pas sincèrement, il connaît pas Florent Pagny, parce qu'on voyait vraiment qu'il était plus que sincère et qu'il était vraiment dans l'émotion. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ah oui, complètement. Ça m'a beaucoup touché. Oui. Est-ce que tu as pu le lendemain mesurer un petit peu les retombées au niveau des plateformes de téléchargement et compagnie? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été te découvrir, certains. Écoute, alors certains penseront que je me vante, mais bon, il suffit d'aller vérifier, hein, c'est vérifiable. Sur les posts, sur les différents posts qu'il y a eu que ce soit sur ma page Facebook, et pas seulement ceux que j'ai faits, hein, mais ou même sur les posts Instagram de The Voice, de The Voice TF1, etc. J'ai eu plusieurs millions de vues de mon passage, et j'ai eu environ 400 000 likes au total, et j'ai dû répondre, parce que j'essaye de répondre à tous les messages. Oh là là. Alors répondre, c'est là que parfois je like, simplement je mets un cœur ou un truc comme ça. Je réponds quand il y a vraiment besoin d'une réponse, parce que j'ai dû répondre à peu près à 15 000 messages. C'est énorme. Mais ils sont essentiels. Enfin, je veux dire, en dehors de 2 ou 3 grincheux
qui ont essayé de balancer une vacherie comme ça. Globalement, mais c'est que du bonheur, quoi. La nostalgie, alors c'est essentiellement féminin quand même, hein. On faut admettre. Il y a énormément de dames qui ont réagi, des femmes de mon âge, hein. Beaucoup étaient amoureuses de Roméo à l'époque. Bon, certaines me font encore des déclarations d'amour, d'ailleurs, ce qui me touche beaucoup, faut admettre. Mais non, ah ouais, ça a été de la folie. Je m'attendais à ce qu'il y ait du buzz. Je m'attendais. Ouais, mais pas Bon, autant. Bruno me l'avait dit. Ah non, là, ça a dépassé l'entendement. Ouais, mais parce qu'il y a eu cette émotion, il y a eu ce moment d'émotion qui a fait que... Et il est certain que même, moi, ça fait partie des émissions que j'essaye de voir justement pour découvrir un peu des talents potentiels, hein, qu'on essayera après, nous, de soutenir de notre côté. Mais c'est un moment qui m'a marqué, la preuve. On est au téléphone tous les deux pour en parler. Donc, c'est vraiment un moment où tu te dis, waouh! Et puis alors, ça te touche encore plus parce que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont vécu ça. On a presque le même âge, hein, à 3 ans près. Donc, j'ai vécu ça, ça me faisait rêver quelque part. J'ai toujours aimé la musique aussi. On baigne un peu dans la chanson, en fin de compte, hein. Et c'est vrai que quand je t'ai entendu ce soir-là, j'ai eu de la chance. Par contre, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. Je sais que j'ai réussi, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais j'ai réussi à faire abstraction de Roméo et j'ai écouté Georges. C'est une chance. Ah oui. C'est une chance parce que je pense que beaucoup étaient restés coincés avec Roméo. Moi, j'ai la chance de l'avoir découvert en fin de compte, comme on l'a quelque part sur cet album Roméo 2023, et de découvrir que tu avais toujours une voix qui était exceptionnelle, quoi. Oh merci, c'est gentil. Non. Là, j'étais quand même un peu stressé. C'est assez étrange parce que je me sentais au fond assez détendu, mais au niveau de la voix, je me rends compte là que j'étais un peu stressé quand même. Mais bon, écoute, c'est du live, hein, donc on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, pour revenir à ta question première, je m'attendais pas à ça. C'est de la folie dingue, quoi. C'est des trucs vraiment, le nombre de gens qui ont laissé des commentaires, mais tellement adorables. Enfin, j'ai été touché au plus profond. Franchement, là, ça m'a, c'était extraordinaire. Vraiment, ça va peut-être te donner envie de repousser un petit peu, alors. Non, la question est dure, hein. Non, ce que ça me donne envie, de faire, c'est de la scène. Ah oui, c'est d'aller au contact de ces gens-là. La télé, c'est accessoire. Je veux dire, bien sûr, je me rends bien compte que si je refaisais une télé dans 15 jours, forcément, ça remettrait encore comment dirais-je, j'allais dire de l'huile sur le feu, c'est pas ça, mais ça remettra encore un peu de lumière, et puis voilà, ça permettra encore d'en rajouter un peu, si tu vois, surtout si je chantais, par exemple, je n'étais encore qu'un enfant ou un truc comme ça permettrait de faire découvrir ce que je fais aujourd'hui, machin. Mais là, ce que je veux, c'est profiter au maximum de cet engouement pour démarrer quelque chose, tu vois, et pour refaire de la scène comme j'ai envie d'en faire. J'ai trouvé 4 musiciens fabuleux qui ont accompagné Sardou, qui ont accompagné Aznavour, qui ont accompagné Patrick Sébastien, qui faisait partie de l'orchestre de René Coll, et qui sont prêts à m'accompagner partout. Donc, si tu veux, là, vraiment, je m'embarque dans un truc nouveau et vraiment à ma mesure, et j'ai envie de prendre un plaisir de dingue, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est je vise pas des grandes salles, hein. Non. Vise pas des grandes salles, j'ai pas envie de faire le Zénith, hein. Mais tu vois, des petites salles, si vous entendez parler, chers amis, auditeurs, si vous entendez parler de petites salles allez, on va dire 300, 400 personnes, voilà, dans un coin et qui cherchent un artiste, pour venir faire un petit truc, allez-y, contactez-moi, il y a pas de problème. Eh ben, en plus, moi, passerai par la radio. Je vais rajouter que quand tout sera prêt, n'hésite pas à nous communiquer ces endroits où tu iras chanter. Ce sera un plaisir pour nous d'en parler et de représenter à chaque fois tes spectacles. Ce sera vraiment un plaisir. Hein. Voilà. Avec plaisir, c'est gentil, merci. Eh ben, tu vois, gentil. On a passé un petit moment ensemble, on a discuté un petit peu de cette carrière et de cette future carrière, parce que quelque part, à chaque fois, tu sais comme moi que tout recommence tous les jours. Et c'est ce qui fait le charme de ce métier-là, en fin de compte. Hein.
Donc, Bien sûr. j'espère que tu as passé un bon moment aussi, que ça a été agréable. Bah, pour tout à toi. fait, tout à Bon. fait. Oui, j'espère que j'ai pas été trop bavard, hein, parce que je suis, j'ai du mal à me calmer de temps en temps. Hein, donc, Eh ouais, mais quand on veut raconter une histoire, tu sais, moi, tous les samedis matins, de 11h à midi, je raconte mon histoire. J'étais parti pour le faire un seul samedi. Là, je crois que j'en suis déjà au 4e samedi et ça va continuer parce que j'arrive pas à tout raconter. C'est compliqué. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est Ouais, normal. bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs, c'est un petit peu aussi l'avantage de ce genre d'interview que les gens vont entendre à la radio, mais qui vont retrouver sur YouTube, sur la chaîne Radio Naya. Et puis après, je la partagerai avec toi, que tu puisses aussi te réécouter, redécouvrir ça, puis la partager avec les gens avec qui tu as envie. Bah, c'est qu'en fin de compte, on l'écoute à un moment où on a envie de l'entendre. Et ça Ouais. change tout. Bien Ça sûr. change tout. Voilà. Et là, au moins, on te laisse aller jusqu'à la fin de ta phrase, on t'a pas coupé, parce que pour nous, c'est un plaisir aussi de découvrir cette vie-là. Tu sais, pour moi, quelque part, tu étais resté Roméo. Hein, ça s'était arrêté à ce moment-là. Hein. Ouais. Et oui, Oui. ben, malheureusement. Et là, c'est très drôle ce que tu me dis, parce que ça me fait repenser à quelque chose qui m'est arrivé il y a peut-être une vingtaine d'années, quand j'ai recommencé à faire un peu de scène, parce que j'avais laissé tomber pendant 20 ans, et donc sur le coup de la quarantaine, j'ai fait un peu de scène, et j'étais un jour invité dans un salon du livre, c'est pour des dédicaces, tu vois, bref, et puis ma femme était avec moi, puis il y avait une dame qui passait devant notre stand, comme ça, elle faisait les 100 pas, elle revenait, elle partait, elle revenait, elle partait, et puis au bout d'un petit moment, ma femme dit, mais vous cherchez quelque chose, madame? Et la dame se retourne vers lui, vers ma femme, et elle lui dit, je cherche le petit Roméo. Et le petit Roméo, il avait 40 piges, si tu veux, Bah oui. c'est plus le petit Roméo. Le problème, c'est qu'il Mais a grandi. elle, dans sa tête, c'était toujours le petit Roméo. Incroyable. C'est marrant. C'est Incroyable. marrant. Alors, c'est arrivé qu'une fois, hein. Je pense que la dame, elle est peut-être pas à la lumière à tous les étages, mais là, en l'occurrence, pour elle, j'étais resté figé dans le temps. J'avais pas grandi, j'avais pas vieilli. Oh, si seulement j'avais pas vieilli, ce serait fantastique. Ouais, bah, je serais en train de te demander la recette, là, tu vois. C'est clair. Je C'est vais clair. te laisser dire au revoir aux auditeurs. Georges, dis Roméo, Pas de voilà. problème. Hein. Et puis, Eh bien, je ok. suis sûr que pour beaucoup, ça a été un plaisir aujourd'hui. Écoute, je l'espère. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Et puis, effectivement, j'espère, chers auditeurs, vous pouvoir vous rencontrer lors d'un spectacle dans votre belle région. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.